Alors le langage, ça recouvre la forme orale et la forme écrite. Et l'activité langagière d'un sujet, de chacun d'entre nous, nous permet bien sûr de communiquer, de parler, de dire, de raconter, de lire, d'écrire, d'aimer, de planifier, d'anticiper, d'imaginer, bien sûr de penser, de réfléchir, de comprendre, de savoir, de douter, d'interroger, d'expliquer, d'argumenter, etc. Donc, le langage oral, il est complètement imbriqué, il fait partie intégrale de la vie psychique de chacun des enfants. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'enfants qui ne parleraient pas. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne pensent pas, mais en tant qu'enseignant, eh bien, si on les regarde et qu'ils nous regardent, ces enfants-là, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, hein. Parce que heureusement, quand on regarde quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. C'est-à-dire, tant que la personne ne produit pas du langage oral ou écrit, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Alors, ce qui est fondamental dans le langage, c'est que le langage permet l'ancrage social de chacun des élèves, c'est-à-dire chacun des enfants entre dans une société, des micro-sociétés, et c'est grâce au langage qu'il va pouvoir prendre sa place et agir lui-même en tant qu'acteur. Il y a bien sûr une dimension psychologique, c'est-à-dire le langage, c'est ce qui me permet de savoir qui je suis, qui sont les autres, et les points communs que j'ai avec les autres et les spécificités qui sont les miennes, qui font que moi, Véronique, je ne suis pas tout à fait pareil que Delphine, ou que Richard, ou que Farid, etc., etc. Bien sûr, le langage permet le développement de l'activité cognitive, hein, il assure tout ce qui relève du cognitif, et le langage permet aussi, et ça c'est très fort dans le langage humain, c'est que il permet aussi une activité métalangagière, métalinguistique, c'est-à-dire le langage permet de parler du langage. Donc et permet de parler de la langue. Donc c'est ce que les élèves font surtout à partir de la grande section quand ils travaillent sur les sons qu'on entend dans un mot, etc. C'est-à-dire qu'avec le langage, on peut parler de la manière dont la langue fonctionne ou les langues fonctionnent. Alors, la première conduite langagière des êtres humains, c'est le récit. Très, très, très loin avant les autres. C'est-à-dire que nous passons, nous, notre temps, les êtres humains, à raconter. Bien plus qu'à nommer, bien plus qu'à décrire, bien plus qu'à argumenter, bien plus qu'à expliquer. On rentre d'une journée de travail, on raconte ce qui nous est arrivé. On rentre de vacances, on raconte les vacances. La voiture tombe en panne, et ben on raconte ce qui nous est arrivé. Donc, on passe notre temps à raconter. C'est-à-dire que le langage permet de dire ce qui n'est pas là, permet de parler de l'absent. Donc, il nous est arrivé quelque chose la semaine dernière, on peut le raconter. Il nous est arrivé quelque chose il y a 15 ans, on peut le raconter. Mais aussi, on peut raconter ce qui n'est pas encore là, l'absent, mais ce qui va arriver. Donc, le langage, c'est ce qui nous permet de nous sortir de les situations ici et maintenant. C'est-à-dire, par bonheur, quand on prend l'avion pendant 12 heures, eh bien, on n'est pas obligé, grâce au langage, de se dire pendant 12 heures, je suis dans l'avion, je suis dans l'avion, je suis dans l'avion. Parce que si c'était le cas, on devrait être tous un peu fous, si vous voulez. Donc, le langage permet de faire autre chose, d'être ailleurs que là où est notre corps et ce que fait notre corps. D'ailleurs, il y a des enfants qui le comprennent très vite, hein, qui arrivent à faire croire à l'enseignant qu'ils font quelque chose, et dans leur tête, ils sont complètement ailleurs. Alors, je donne un exemple tout simple, puisque l'école demande beaucoup aux enfants de raconter. Raconter une histoire qu'ils ont entendue, la résumer, etc., etc. Donc là, un exemple de Léa qui a entendu la maîtresse lire plusieurs fois l'histoire toc, toc, toc. Et quand la maîtresse lui demande de la raconter à son tour, elle est en moyenne section, elle dit, c'est l'histoire de trois marmottes qui vont dans une maison. Et puis mon papa, il fait toc, toc, toc. Et des fois, il me porte. Et c'est moi qui fais toc, toc, toc. Alors évidemment, si on procède à une évaluation un peu, vous voyez, très, très formative, etc., on va dire, bah, Léa ne raconte pas l'histoire des, des petites marmottes qui vont de maison en maison et qui font toc, toc, toc. Mais pour moi, là, elle monte du haut de ses 4 ans. Évidemment, je ne dirais pas la même chose si elle avait 7 ans. Mais du haut de ses 4 ans, elle montre une chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a entendu, elle a écouté cette histoire toc, 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 2 fois, 3 fois, et elle en a fait sa propre activité langagière. C'est-à-dire qu'elle l'a mis en lien avec l'expérience de son papa qui, quand il arrive devant la porte, la prend dans ses bras et c'est elle qui fait toc toc toc, elle a le droit de le faire. Et donc elle met en réseau les deux expériences, l'expérience que lui propose l'album, l'expérience littéraire et l'expérience vécue. Et donc
elle ne reste pas passive par rapport à cette histoire, elle est en mouvement, elle est dans une activité langagière. Et en même temps, en faisant ça, elle dit à son enseignante, cette histoire, elle est bonne pour moi, c'est-à-dire elle me fait du bien parce qu'elle me fait penser, elle me donne à parler, elle me met en mouvement. Voilà. Et donc, évidemment, c'est loin d'une réponse scolaire formative attendue, hein, mais si on regarde du côté du langage, là, il se passe quelque chose de très fort. Alors, le langage, je l'ai dit, permet d'évoquer l'absent, de repenser le réel. Il permet de démultiplier les significations, c'est-à-dire qu'avec un nombre limité de mots dans le dictionnaire, dans une langue donnée, dans des langues données, nous, les êtres humains, nous passons notre temps à inventer de nouvelles significations. C'est-à-dire que les mots du dictionnaire sont non limités, mais nous les agençons différemment, ce qui permet de dire la terre est bleue comme une orange, ce qui permet sans arrêt d'inventer des choses nouvelles. Évidemment, le langage, il permet de mettre ensemble des objets du monde qui ne sont jamais ensemble dans la réalité, dans le monde réel. Mais le langage permet de les faire coexister. Le langage, il permet de dire, alors plus que de parler à l'école, parce que finalement, on peut parler pour ne rien dire. Et l'école, elle attend des élèves qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils prennent l'initiative de la prise de parole et l'initiative d'un contenu qui leur soit propre. Et c'est la grande différence entre la petite section et la grande section. Souvent, en petite section, quand un enfant dit une chose, tous les autres vont dire moi aussi, moi aussi. C'est-à-dire que s'il y en a un qui dit ma maman attend un bébé, eh bien là, vous en avez 25 qui vont dire moi aussi, moi aussi. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Mais ils sont en train d'essayer de prendre leur place dans le groupe classe, d'essayer de parler. Et la différence avec les élèves de grande section, c'est qu'on attend des élèves de grande section qu'ils puissent dire quelque chose. C'est-à-dire dépasser, je dis comme les autres, je répète ce que les autres ont dit. Évidemment, le langage articulé, hein, le langage oral ou écrit, on ne le met pas en concurrence avec d'autres formes de langage, c'est-à-dire corporel, artistique. Mais il faut quand même aussi se dire que le langage articulé et surtout le langage oral permet de dire des choses que jamais le langage corporel permettra de dire. Si par exemple je veux dire quelque chose du genre hier je suis montée dans le grenier, j'ai ouvert une vieille malle en osier et j'ai retrouvé le stylo plume qu'on avait offert à ma grand-mère le jour de je ne sais pas quoi de sa communion. Avec le corse, ça me paraît très compliqué. Alors, peut-être que je ne suis pas douée, hein, mais ça me paraît compliqué. Évidemment, le langage, c'est aussi la prise de pouvoir. Et on le voit en grande section, il y a des élèves qui parlent tout le temps, beaucoup, parce qu'en fait, ils ont compris ils prenaient toute la place et qu'ils accaparaient l'attention de l'enseignant. Donc, c'est une forme de prise de pouvoir que peuvent avoir dès 5 ans certains élèves par rapport à d'autres. Et puis, le langage, c'est ce qui permet de construire le monde, c'est-à-dire de l'ordonner, de le rendre cohérent par la conceptualisation, la généralisation, la catégorisation. Hein, c'est ce qui permet aux enfants, dans la catégorie oiseaux, à un moment, de mettre des animaux qui ont des traits communs, bah, par exemple des plumes, etc., mais qui peuvent avoir des couleurs très différentes, des tailles très différentes, vivre dans des lieux très différents. Donc, le langage, c'est à peu près toutes ces fonctions qu'il remplit. Donc, vous voyez, c'est fondamental. Alors oui, je voulais juste ajouter sur cette diapositive le fait que le langage n'est pas du tout transparent. C'est-à-dire que le langage, il ne dit pas le monde tel qu'il est. Le langage, c'est, quel que soit ce qu'on dise, il construit un point de vue sur l'objet ou sur le monde ou tel objet précis. Hein, il ne le dit pas tel qu'il est. D'ailleurs, si on était tous ici présents dans la même salle et qu'on se donnait comme objectif de décrire la salle, chacun d'entre nous aurait sa propre description de la salle. Et donc, le langage ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Alors, ce que montre la recherche, c'est que en famille, dans la vie quotidienne, les enfants apprennent naturellement, en mettant beaucoup de guillemets à naturellement, mais ils apprennent naturellement à parler. C'est-à-dire que, à part avoir des parents un peu en bout de piste, si vous voulez, les parents ne se disent pas pendant 6 mois, on va lui dire que des noms. Après, pendant 6 mois, on ajoutera les adjectifs. Après, on ajoutera les verbes. Et à la fin, on mettra les adverbes. Non, personne ne fait ça. Donc les enfants entendent parler autour d'eux, on leur parle aussi directement, plus ou moins, ça dépend des familles, des contextes, et ils vont apprendre et comprendre le langage de la vie quotidienne. Mais à partir du moment où ils mettent un pied à l'école maternelle, là, on n'est plus dans ces apprentissages informels. C'est-à-dire que là,
ça relève d'un enseignement, c'est-à-dire ça relève d'une préparation, de séquences, de séances, de programmation, etc. Parce que ça ne peut plus se faire au hasard des rencontres, puisque l'école utilise un vocabulaire tout à fait spécifique, des usages tout à fait spécifiques du langage. Donc ça doit être enseigné de manière programmée. Et après, une fois qu'il passe en élémentaire, là, on n'est plus dans le semi-formel, on passe dans des apprentissages formels du langage oral et du langage écrit. Alors, ce que montre la recherche c'est très fort depuis la fin des années 90 et les années 2000, c'est que les échanges, les interactions orales, les échanges verbaux entre l'enseignant, l'enseignante et les élèves sont fondamentaux. C'est-à-dire que les élèves apprennent à partir du langage produit par l'enseignant, l'enseignant. Peu à peu, ils vont aussi apprendre à partir du langage des pairs. Ils vont apprendre des choses différentes. Mais c'est à travers les échanges que les enfants apprennent. C'est-à-dire que les enfants n'apprennent pas quand ils sont tout seuls devant une fiche, ils n'apprennent pas. Là, on peut vérifier des choses qu'ils auraient appris en amont avec nous, si vous voulez, mais le langage, il est omniprésent. Alors, j'ai repris une citation de Jean-François Alté qui dit, à l'école, pour l'essentiel, on apprend en parlant. C'est-à-dire un enfant tout seul face, quel que soit l'âge, hein, face à un manuel, face à une fiche, etc., il peut juste réinvestir peut-être des choses qu'il a appris avant, mais en tout cas, il ne sera pas dans un apprentissage premier. Ce que la recherche montre de manière formelle maintenant, c'est que c'est, alors je parle de l'école maternelle, c'est l'intérêt que l'enfant porte à une situation qui l'amène à développer, à s'approprier des conduites langagières et donc de nouvelles manières de parler, penser, de réfléchir, de dire. C'est-à-dire que la conséquence, la première, c'est que nous, en tant qu'enseignants maternels, on doit se caler sur le projet de l'enfant, ses centres d'intérêt à lui. Et si on lui propose des choses qui sont trop éloignées de ses centres d'intérêt, l'enfant ne peut pas réfléchir, ne peut pas développer son activité langagière. C'est trop loin de lui. Alors, évidemment, en petite section, les centres d'intérêt de l'enfant sont totalement calés sur l'affect, des expériences affectives, les expériences de la vie quotidienne, c'est-à-dire leur monde à eux, ce qui les entoure. Et là, il y a des différences énormes entre les enfants, hein. Il y a des enfants qui, à 3 4 ans, ont des centaines d'expériences du monde, hein. Ils sont allés au restaurant, ils sont allés au cinéma, ils ont pris l'avion, ils sont allés à la montagne, à la mer, ils sont allés dans des bibliothèques, etc. Et à côté, dans la même classe, on peut avoir des enfants qui ont quelques expériences du monde. Donc en fait, ce qui est d'une expertise extraordinaire en maternelle du côté des enseignants, c'est d'arriver à se caler sur le projet de l'enfant, sur ses centres d'intérêt, et progressivement l'amener vers le projet proposé par l'adulte. Et c'est ce qu'on attend des enfants de maternelle, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent du projet proposé par l'enseignant si celui-ci n'est pas trop éloigné quand même de ses centres d'intérêt. Alors, je n'ai pas du tout la langue de bois, mais je vais dire que la semaine dernière, par exemple, j'étais dans une école maternelle qui proposait aux enfants de travailler sur tous les continents et en moyenne section. Et moi, je regarde quand même des enfants totalement désœuvrés parce que c'est tellement loin d'eux. La manière de le présenter est tellement abstraite, si vous voulez. Là, on n'arrive pas du tout à les faire rentrer dans le projet, donc on ne peut pas leur permettre de développer cette activité langagière. Et donc, enfin, cognitivo-langagière, hein. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que à l'école maternelle, pour moi, c'est un lieu unique. Il n'y en a pas d'autre dans la vie des enfants de cet âge-là qui leur permet de parler, penser ensemble, c'est-à-dire de copenser. On leur permet de copenser, c'est-à-dire de parler, penser ensemble à propos d'un même objet sans nécessairement avoir la même opinion, avoir le même avis. Et c'est le seul lieu pour moi, l'école maternelle, qui permet aux enfants de développer ça, c'est-à-dire cette expérience sociale, eh bien, faire un gâteau ensemble, faire du vélo ensemble dans la cour, aller en forêt ensemble et en parler ensuite. Et, euh, et c'est ça, faire ensemble et développer cette expérience sociale et langagière. Donc là, la recherche nous montre, alors j'ai fait une petite bibliographie à la fin, donc j'espère que vous aurez des références qui vous permettront de développer davantage ce point si ça vous intéresse ou si
vous avez besoin de l'approfondir. Alors, ce que montre la recherche aussi de manière très ferme maintenant, c'est que la compréhension des élèves, enfin des élèves et de tous les adultes, est bien plus développée que la production. Bon, moi, je parle anglais, espagnol, italien. Je comprends pratiquement tout en italien. Je parle très mal italien. Je comprends très bien l'anglais, je ne le parle pas trop mal. Et donc, les enfants, c'est pareil. Ils comprennent beaucoup plus de choses qu'ils ne sont capables de dire. Donc, la première conséquence pour vous, c'est de vérifier la compréhension de chacun des élèves. Alors, avec des choses aussi simples que tu ne veux pas aller me chercher le stylo que j'ai oublié là ou le livre que j'ai laissé sur la petite chaise là-bas. Si l'enfant revient, même s'il ne dit rien avec le livre ou le stylo, il vous montre qu'il comprend. Et donc ça, c'est la première chose qui est importante, c'est de s'assurer qu'ils comprennent tous. La production, elle viendra. Alors, il faudra peut-être 4 mois, 6 mois, mais elle viendra. Alors, il ne faut pas oublier non plus ce que montre la recherche, c'est que entrer à l'école maternelle, c'est une aventure à haut risque. Car donc les enfants ne peuvent plus parler mais doivent dire, et que les enseignants emmènent toujours les enfants vers des activités intellectuelles. C'est très très fort. Donc en fait, on est tout le temps, nous, en tant qu'enseignants, en train de développer l'activité réflexive. On leur demande comment ils le savent, comment ils font pour faire telle chose, comment ils expliquent tel phénomène scientifique, qu'est-ce qu'ils pensent de l'action de tel personnage dans telle histoire. Vous voyez, on est tout le temps en train de les ramener vers la pensée, l'activité intellectuelle. Et donc, on leur impose souvent une mise à distance de la manipulation, de la relation pratique au monde et pragmatique au monde. Ce qui met les enfants issus de milieux populaires ou défavorisés souvent en très grande difficulté parce que ça va un peu trop vite pour eux. Et l'école, elle a une caractéristique très forte, c'est qu'elle mobilise les discours et elle sollicite sans arrêt les discours sûrs et pas tellement les savoir-faire. Alors, moi, je me rappelle d'une évaluation qui avait été donnée à des élèves de CM2 où ils avaient un schéma de rouage de vélo. Et la question qui leur était posée, c'est en gros comment peut-on savoir si le vélo fonctionne ou pas. Et les réponses étaient très différenciées entre les élèves issus des milieux populaires qui ont répondu des choses du genre, bah, pour le savoir, il faut monter dessus, ce qui est tout à fait pertinent dans la vie quotidienne. Moi, je fais du vélo tous les jours. Je ne regarde jamais les rouages du vélo, hein. Je monte dessus et puis j'avance. Et puis voilà, je sais qu'il fonctionne. Et puis d'autres élèves qui avaient compris que peu importe, l'école n'attend pas de savoir si les élèves savent faire du vélo. Ce qu'elle attend d'eux, c'est la lecture du schéma et d'être capable de mettre à distance cet objet. Vous voyez, d'en parler différemment. Donc ça, il faut beaucoup de temps pour y arriver. Il faut tout le temps de la maternelle et au moins tout le temps de l'école élémentaire. Et on peut attendre des élèves qu'ils arrivent, la plupart d'entre eux, qui parviennent à le faire. C'est en cinquième, c'est bien. En cinquième, quatrième, c'est bien. Mais souvent, vous voyez, l'école, elle le demande avant. Alors, ça va souvent trop vite. Ce que montre la recherche aussi, c'est que le langage des enseignants est une redoutable machine à penser. C'est-à-dire qu'effectivement, les enseignants, en tant qu'enseignant, vous passez votre temps à vous donner à entendre à vos élèves votre propre activité intellectuelle. C'est-à-dire, vous leur expliquez comment vous faites pour écrire, comment vous faites pour lire, comment vous faites pour compter, comment vous faites pour comprendre telle histoire, comment vous faites pour interpréter tel phénomène scientifique, physique, etc. Donc, vous leur donnez à entendre votre pensée et ils ont besoin de l'entendre pour pouvoir comprendre comment on fait pour penser, comment on fait pour élaborer une activité intellectuelle, parce que ça ne peut pas venir comme ça spontanément. Vous donnez à entendre votre langage est une redoutable machine à penser quand vous dites ce que vous savez, comment vous le savez, quand vous expliquez, quand vous explicitez. Donc, vous voyez, les enfants, ils ont accès à ce qui se passe dans votre propre boîte noire. Alors au début, ils vont dire comme vous. C'est normal, ils ne peuvent pas dire autrement puisqu'ils sont en train d'apprendre à penser. Et puis petit à petit, il y en a une, qui à un moment donné va dire, ben moi je ne le vois pas comme ça, ou moi je ne ressens pas ça, ou je ne pense pas tout à fait la même chose. Et qui va faire un pas de côté. Et vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont autonomiser leur activité langagière et intellectuelle, petit à petit. Et c'est ce qu'on attend à peu près voilà, en ce moment, en grande section, vous voyez, milieu d'année de grande section, ben, c'est ce qu'on attend des élèves. C'est trop tôt chez les petits. Ça ne veut pas dire que certains n'y arrivent pas, hein. Il y en a qui arrivent déjà chez les petits. Mais en tout cas,
On n'attend pas de tous les élèves de petite section qu'ils arrivent à le faire. Ce qui serait formidable, c'est qu'ils parviennent tous à le faire avant d'aller en école élémentaire. Et puis, votre langage est aussi une redoutable machine à penser parce qu'à chaque fois que vous proposez des reformulations et des commentaires, vous donnez à entendre à vos élèves un mot n'est pas égal à un objet n'est pas égal à un mot. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de parler d'un même objet, d'une même situation, d'une même expérience. Vous voyez, le langage n'est pas figé. On peut le dire de différentes manières et ça donne des points de vue différents sur l'expérience ou l'objet. Donc, en fait, quand vous faites tout ça, quand vous explicitez, quand vous dites ce que vous en pensez, quand vous expliquez, quand vous dites ce que vous savez et comment vous le savez, eh bien, vous donnez à vos élèves des outils pour qu'ils puissent penser, parler, dire, réfléchir. Et tout ça, c'est parce que pour la plupart des enfants, c'est la première fois que ça leur arrive. Et donc, tout ça, c'est fondamental. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à l'école maternelle. Vous voyez? C'est ces moments où l'enseignant dit, ben voilà moi comment je comprends l'histoire. Voilà comment je comprends l'attitude de tel personnage. Voilà comment je comprends ce qui s'est passé. Alors, on a mis des objets voilà, dans l'eau. Il y en a qui se trouvent tout au fond et il y en a qui restent en haut. Comment on peut expliquer ça? Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on donne les réponses aux enfants. On leur montre un chemin pour réfléchir. On émet des hypothèses devant eux et on leur demande qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et la première fois qu'on demande aux élèves qu'est-ce que vous en pensez, c'est très difficile pour un petit de 3 ans, 4 ans de répondre à cette question. Il y a même des adultes qui n'y arrivent toujours pas. Donc, alors, vous voyez, à la fin, j'ai posé une question, alors peut-être un petit peu hypocrite. Finalement, est-ce qu'on peut trop aider un élève en maternelle dès qu'on est dans des activités intellectuelles, cognitives, où il y a des choses vraiment que les enfants ne peuvent pas penser sans l'aide de l'adulte? Ben, pour moi, la réponse, c'est non. Alors, c'est pour ça que je vous dis, la question, elle est un peu hypocrite, parce que pour moi, la réponse est non. Mais on pourra en reparler si vous avez envie. Alors, évidemment, quand je vous ai dit tout à l'heure que les enfants apprenaient à parler, à réfléchir et développaient leur activité langagière à partir de leur centre d'intérêt, le rôle de l'enseignant, c'est bien sûr pas de maintenir l'enfant dans les expériences familiales quotidiennes et dans leur centre d'intérêt proche, affectif. C'est progressivement, les enseignants vont extraire l'enfant de ses expériences premières ressenti ou il renvoie systématiquement à la famille ou à la vie quotidienne. Puis petit à petit, de mutualiser les expériences. Et bien sûr, le rôle de l'école, c'est de permettre à chaque enfant de démultiplier les expériences du monde, c'est-à-dire grâce au cinéma, à la littérature, savoir ce que c'est aller à la montagne alors qu'ils n'y sont jamais allés, savoir ce que c'est aller dans un musée alors qu'ils n'y sont jamais allés. Donc ça, c'est le rôle de l'école de permettre tout ça. Et puis, bien sûr, le rôle de l'école, à travers les échanges langagiers, c'est de construire et de généraliser les grandes expériences humaines. Alors, à travers la littérature, mais aussi à travers l'éducation physique et sportive, c'est-à-dire l'amitié, la peur, l'ennui, la solitude, l'amour, voilà, tout ce qui nous traverse, nous, qu'on soit des petits-enfants de 3, 4, 5, enfin, ou qu'on soit des adultes. Donc, ce qui fait notre humanité. Et donc, bon, voilà, ce que l'éducation nationale entend par les valeurs de la nation qu'on doit transmettre aux élèves. Et puis, à travers les échanges verbaux, ce qui apparaît, c'est l'émergence de grandes questions communes et en même temps la singularité des points de vue. Donc, c'est toujours ce mouvement des deux, c'est-à-dire il y a des moments, eh ben, on est tous d'accord voilà, sur un point, un événement, quelque chose, une expérience, et il y a des moments, il y a des points de vue singuliers qui vont émerger. Mais c'est pas, les 30 enfants ne vont pas avoir chacun un point de vue singulier. Et donc, c'est cet entre-deux, sans arrêt, ce mouvement qui permet aux élèves de se construire en tant que sujet et de construire leur activité langagière propre dans ce mouvement collectif. Alors, ben, je pense que je suis bien au niveau du timing. Donc, j'avais dit que j'allais aller vers le quotidien de la classe, c'est-à-dire demain, comment on fait avec 30 enfants, peut-être plus, etc., et voilà, certains parlent, d'autres pas du tout. Alors, je veux juste redire que quelle que soit la langue, les langues pratiquées par l'enfant, comprises par l'enfant, ça ne veut pas dire qu'il les parle, mais il peut les comprendre. La question qu'on doit se poser, nous, en tant qu'enseignants, c'est l'enfant est-il en langage? C'est-à-dire, est-ce qu'il construit des rapports aux autres? Est-ce qu'il se pose des questions sur les autres? Est-ce qu'il s'intéresse à ce qui l'entoure? Voilà.
est-ce qu'il élabore sa pensée? C'est-à-dire à un moment, est-ce qu'il est capable de dire je pense que, je crois que, je sais que? Est-ce qu'il s'intéresse à la pensée d'autrui? Donc ça, c'est la grande aventure de la grande section. En grande section, les élèves commencent à réaliser que tout le monde ne pense pas la même chose et que vous voyez, parce qu'avant, souvent, ils se cachent comme ça, ils pensent qu'on ne les voit plus. À 4 ans, c'est encore compliqué, mais à 5 ans, ils sont passionnés par la pensée d'autrui. Qu'est-ce qu'il comprend en tant que sujet? Comment il pense? Qu'est-ce qu'il sait? Comment il le sait? Alors, vous voyez, ça ne peut pas rentrer dans une grille d'évaluation. Parce que on peut évaluer les mots, on peut évaluer les structures syntaxiques, c'est une autre chose. Ça, on est du côté de la langue, d'accord. Mais ça, comment on l'évalue? Eh ben, on peut l'évaluer en prenant le temps d'observer chacun des enfants. Vous vous dites, voilà, je me donne 3 semaines. Et en 3 semaines, eh ben, j'aurai eu le temps de les observer un par un et de regarder, voilà, quand ils sont dans tel enfant est dans un coin jeu, qu'est-ce qu'il dit? À qui il parle? De quoi il parle? Quand il fait, là, quand il fait quelque chose avec des Legos, qu'est-ce qu'il fait en même temps? Est-ce qu'il est en autolangage? Est-ce qu'il parle avec les autres? Est-ce qu'il parle avec les autres de ce qu'il fait ou de complètement autre chose? Et voyez, vous faire une petite grille comme ça et noter. Et puis, il faut laisser passer plusieurs mois, 3 mois, 4 mois, et retourner y voir. Parce que les progrès en langage, ça prend du temps. Donc, vous ne verrez pas de progrès en langage en 15 jours, 3 semaines. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vous dire, voilà, je prends le temps en début d'année, en milieu d'année, je retourne voir en fin d'année. Et tant que ça bouge, eh ben, ça veut dire que l'enfant développe son activité langagière. C'est-à-dire, au début, il parlait avec un seul enfant. Tiens, 3 mois après, il parle avec 3 ou 4 enfants. Au début, il ne parlait avec les autres que dans la cour. Tiens, maintenant, il parle avec eux dans le couloir, à la cantine et aussi quand il joue. Tiens, il parlait à la TSEM et jamais à moi. Maintenant, il vient un peu me parler à moi. Donc, ça bouge. Donc, son activité langagière, eh bien, il est en train d'apprendre. Il continue à apprendre à parler.